Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Et ce, dans mon merveilleux t-shirt que je me lève pour vous montrer. N'est-il pas fabuleux? N'est-il pas magnifique? Vous en avez rêvé? Le voilà. J'en avais parlé très brièvement déjà, mais effectivement ce t-shirt lance les débuts d'une boutique en ligne qui va arriver dans quelques semaines, voire quelques mois, mais ça devrait arriver très bientôt, donc restez à l'affût. Et je vous rappelle que ce motif a été fait avec ma grande amie Laurie, qui est une graphiste incroyable. Je vais vous laisser donc sa page Instagram dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller lui donner un petit peu d'amour. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, j'ai énormément d'annonces à vous faire et croyez-moi, ça n'est pas fini, il y en a d'autres qui arrivent. Mais aujourd'hui, je suis ravie de vous dire que je suis devenue une ambassadrice de la marque Ana Luisa. Je suis tellement heureuse, je vous en ai parlé déjà, je pense, sur plusieurs vidéos. Mais pour ceux qui ont raté cela, petite piqûre de rappel, Ana Luisa est donc une marque de bijoux qui fait extrêmement attention à la planète lors de la fabrication de ces derniers et qui d'ailleurs crée des pièces qui sont totalement neutres en carbone. Ce que j'adore avec cette marque, c'est que les bijoux fonctionnent peu importe votre style. Je suis sûre que vous allez trouver une ou deux ou trois ou peut-être 4 ou 5 pièces qui vont vous plaire et qui fonctionnent en plus peu importe l'événement que vous avez. Je suis donc extrêmement ravie de vous annoncer que je m'associe aujourd'hui avec cette incroyable marque qui a des valeurs fantastiques que je supporte à 100%. En tant que moi-même personne qui fait extrêmement attention à l'environnement, il n'y avait pas de meilleur partenariat possible pour moi. J'aime aussi bien la quantité de produits qu'ils proposent, la cause derrière ces derniers, mais aussi et surtout la qualité de leurs bijoux qui est juste incroyable. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de délicat du tout, je suis même bien connue pour ça, mais sachez que je n'ai jamais brisé un seul bijou de Ana Luisa. Donc autant vous dire que si ces derniers ont passé le test Mégane, c'est qu'ils sont extrêmement résistants. Je vous invite immédiatement à vous rendre sur le site de Ana Luisa dont vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo pour découvrir un petit peu plus la marque, ses bijoux, son impact sur l'environnement, mais aussi et surtout les nombreuses promotions qui sont mises à votre disposition sans arrêt. Croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Ana Luisa. J'aurai même moi-même encore d'autres choses à vous dire sur la marque dans de futures vidéos. Mais en attendant, on se retrouve sur le site internet pour découvrir leur nouvelle collection. Un immense merci encore à Ana Luisa donc pour ces bijoux absolument magnifiques que je porte tous les jours, mais aussi pour avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et maintenant, place à notre affaire. Pour notre affaire du jour, que vous ayez un petit cœur sensible ou un estomac bien accroché, vous pouvez vous installer très confortablement car on va commencer. Caroline Reed Robertson est une jeune Australienne née dans la région de Melbourne en 1980. Elle grandit dans la ville de Mont Albert au sein d'une famille de classe moyenne, aux côtés de parents dont le mariage partait en éclat total. Et même si de l'extérieur, Caroline semblait être une jeune adolescente plutôt normale, quoique très timide et réservée, en réalité, il en était tout autre. En 1994, l'adolescente est extrêmement malheureuse et très mal dans sa peau. Elle vit au milieu des cris de ses parents qui ne cessent de se disputer du matin au soir. Elle écrit très régulièrement d'ailleurs dans son journal intime, dans lequel elle mentionne souffrir du manque d'attention et du manque d'amour de la part de ses parents. Et c'est en 1994 d'ailleurs qu'elle va faire la rencontre de sa nouvelle voisine, Rachel Barber, qui vient d'emménager dans le quartier avec sa famille. Rachel n'est à ce moment-là âgée que de 9 ans, mais son tempérament est déjà complètement à l'opposé de celui de Caroline. Elle est une jeune fille extrêmement énergique et très athlétique. Elle s'est découverte très tôt une passion pour la danse, plus spécialement d'ailleurs la danse classique, et autant dire qu'il s'agissait là d'une véritable vocation pour elle. Elle courait régulièrement à la sortie de l'école pour rentrer immédiatement à la maison, enfiler son juste au corps et ses pointes et entamer ses répétitions. La famille Barber est une famille à l'inverse de celle de Caroline qui est extrêmement soudée. Rachel est extrêmement proche de ses deux sœurs cadettes, Heather et Ashley Rose,
Et les parents des deux fillettes, Elizabeth et Michael Barber, sont très aimants, fiers de leur fille et très supportifs envers leurs rêves. Les trois fillettes sont toutes aussi talentueuses les unes que les autres. Ashley Rose joue de la flûte, Heather joue du violon, tandis que Rachel est la danseuse de la famille. Et leurs talents artistiques leur viennent de leurs parents, car Michael, le père de famille, est un peintre ainsi que créateur de jouets, tandis que leur mère Elizabeth est une écrivaine. L'environnement familial dans lequel Caroline et Rachel grandissent ne pourrait donc pas être plus à l'opposé l'un de l'autre. Mais pourtant, les deux familles vont finir par se rencontrer et devenir plutôt proches, et ce lorsque Caroline est engagée pour être la babysitter de la famille Barber et s'occuper donc des trois filles, incluant Rachel. Et très vite, Caroline ressent une jalousie extrême envers la petite Rachel. Aussi bien pour le physique de la fillette, qui laisse à penser qu'elle deviendra une jeune femme magnifique, mais aussi pour son côté extraverti, sa facilité à se faire des amis et sa famille aimante qui l'entoure. Les années passent et Caroline ne montre rien, mais sa jalousie envers Rachel ne fait que grandir. Et lorsque Rachel, à l'âge de 13 ans, commence à poser en tant que modèle photo, Caroline s'empare de ses photos, les découpe et les accroche sur son mur ainsi que dans son journal intime. Journal intime d'ailleurs dans lequel elle parle énormément de Rachel, de sa beauté, de son côté mystérieux qui l'intrigue tant, de sa réussite, et elle ne cesse de se comparer à elle. Caroline ne cesse d'ailleurs de se dénigrer elle-même dans son journal intime, où elle parle d'elle en se décrivant comme étant une perdante, indésirable, sale, obèse et ayant des problèmes mentaux. Elle s'appelle elle-même Face de Pizza et ne cesse de se rabaisser avec toutes sortes de surnoms de la sorte. Elle se dessine aussi assez régulièrement de façon extrêmement déformée, presque caricaturale, mais qui représente la façon dont elle se voit elle-même et ne cesse de répéter à quel point elle se déteste et à quel point elle déteste sa vie. Et les parents de Caroline sont d'ailleurs bien au courant de ce mal-être que ressent l'adolescente, car elle leur écrit très régulièrement des lettres, notamment à son père qui a quitté à ce moment-là le domicile familial. Lettres dans lesquelles elle ne cesse de répéter à quel point elle se sent malheureuse et extrêmement seule. Dans l'une d'entre elles, elle écrit d'ailleurs, et je cite, « J'ai le sentiment d'être une âme torturée et tourmentée qui aurait été jetée dans un environnement fait de martiens mais entourée d'anges. » C'est une façon très poétique de dire qu'elle ne se sent pas du tout à sa place dans sa famille et qu'elle a l'impression que les gens autour d'elle sont bien plus heureux qu'elle ne l'est. Et en parlant de sa mère, elle écrit même « Pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement avorté ? Parfois, cela me rend extrêmement malade de savoir que j'ai été produite par elle. » La mère de Caroline est justement totalement désespérée face à cette situation et a bien tenté à plusieurs reprises d'emmener sa fille voir un psychologue, chose que cette dernière a refusée à chaque fois, en affirmant que le fait de voir un psychologue faisait d'elle quelqu'un de complètement fou et de bonne à enfermer. Je rappelle aussi qu'on était à ce moment-là au début des années 90 et que la santé mentale à ce moment-là n'était pas un sujet aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de préjugés face à cela. Bref, les deux adolescentes grandissent chacune de leur côté, et il en va de même pour l'obsession de Caroline pour sa jeune voisine. En 1999, Rachel est alors âgée de 15 ans et poursuit des études de danse dans une prestigieuse école. Elle continue à côté de cela de poser en tant que modèle photo et est en couple avec Emmanuel Carrella, un jeune artiste australien de 1 an son aîné. Elle a des tas de rêves et de projets, mais son but principal est de pouvoir jouer un jour dans une comédie musicale. Elle est d'ailleurs une immense fan de Cats et de Chicago, et ce sont d'ailleurs ces deux comédies musicales qui lui ont donné l'envie de se lancer dans cette carrière. En plus de cela, à l'école, Rachel fait partie des élèves les plus populaires. Aux yeux de Caroline, donc, Rachel Barber vit la vie la plus parfaite possible et n'a aucun problème. Ce qui est totalement faux. Rachel avait les mêmes problèmes que tous les adolescents de son âge. Elle était parfois mal dans sa peau ou se disputait avec ses parents et il lui arrivait même de douter d'elle-même très régulièrement. De l'extérieur, il est facile de penser que Rachel vit dans une bulle de bonheur absolu. Mais elle est humaine et comme tout être humain, doit parfois faire face à des problèmes. Problèmes d'ailleurs auxquels Caroline a elle-même probablement dû faire face elle aussi. Certaines personnes ont réalisé que Caroline observait très régulièrement sa jeune voisine et se sont mis à penser que Caroline était très probablement envieuse du physique parfait de Rachel et souhaitait être comme elle. Mais la réalité, c'est qu'elle ne souhaitait pas être comme Rachel. Elle voulait être Rachel.
Et elle avait un plan tout près derrière la tête pour y arriver, plan qu'elle a d'ailleurs peaufiné durant plusieurs années. Au tout début de l'année 1999, Caroline appelle au domicile des Barber et demande à parler avec Rachel. Lorsqu'elle a l'adolescente en ligne, elle lui affirme connaître une photographe de grande renommée qui serait très intéressée à la prendre en photo contre une bonne somme d'argent. Ce qu'elle n'avait pas prévu par contre, c'est que Rachel demande l'autorisation à sa mère pour se rendre sur place. Chose que cette dernière va immédiatement refuser, car il est absolument hors de question pour elle que sa fille se rende à une séance photo avec une inconnue totale. La mère de Rachel a toujours été celle qui gérait ses contrats. Elle est très consciente des dangers que ce type de carrière peut amener et s'est toujours assurée d'avoir des contacts fiables et de ne jamais, sous aucun prétexte, laisser sa fille seule avec un inconnu. Le plan de Caroline tombe alors à l'eau, mais quelques semaines plus tard, elle fait une nouvelle tentative. Le matin du 1er mars 1999, jour où je fêtais mes 5 ans, soit dit en passant, Rachel reçoit de nouveau un appel de Caroline. La discussion est la même et Caroline lui propose le même contrat, mais lui demande cette fois-ci de ne pas en parler avec sa mère. Elle affirme que la mère de Rachel est bien trop sévère et qu'une fois que la jeune fille rentrera à la maison avec tout l'argent qu'elle se sera fait, cette dernière sera bien contente et ne lui en voudra même pas d'y être allée sans le lui avoir dit. Elle affirme que le rendez-vous avec la photographe serait cette journée même, à la fin des cours, dans l'appartement de Caroline. Et il faut savoir que Rachel a toujours été une adolescente exemplaire. Elle n'a jamais menti à ses parents et ne leur a jamais rien caché. Alors je ne sais pas par quel moyen Caroline a été capable de la convaincre, mais ce jour-là, Rachel finit par accepter. Le père de Rachel avait pour habitude de déposer sa fille à la gare de tramway à 9h30 tous les matins pour qu'elle se rende à l'école. Il l'a récupérée ensuite en fin de journée exactement au même endroit. Le matin du 1er mars 1999 n'était donc pas différent des autres. Mais avant que son père ne la dépose à la gare, elle appelle son petit ami Emmanuel pour le tenir informé de ses plans et lui affirme qu'elle se rendra ce soir-là à un endroit top secret pour réaliser un job top secret, mais qui allait lui rapporter une bonne somme d'argent. Elle lui demande cependant de n'en parler à personne et lui dit que ceci sera leur petit secret. Le secret ne va pourtant pas rester un secret très longtemps, car quelques minutes seulement plus tard, à la gare de tramway, Rachel croise 2 autres amies à qui elle parle de son plan. Et devinez quoi, l'une de ces 2 jeunes filles n'est autre que Caroline Robertson. Bien évidemment, Rachel est déjà au courant que Caroline est au courant, mais cette dernière fait mine d'être excitée et d'avoir hâte de voir le résultat des photos. La journée se déroule ensuite plutôt normalement, et sur les coups de 5h30, Rachel rejoint Caroline et les 2 jeunes filles se dirigent en direction de l'appartement de cette dernière. Ce soir-là, le père de Rachel se rend comme toujours à la gare de tramway pour récupérer sa fille, mais cette dernière n'arrive pas. Il se rassure en se disant qu'elle a peut-être raté son tramway habituel et peut-être arrivera-t-elle avec quelques minutes de retard. Ceci est quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant, mais il se dit qu'il y a une première fois à tout. Cependant, les heures passent et toujours pas la moindre trace de Rachel. Ce dernier décide donc de rentrer chez lui et d'annoncer la disparition de leur fille à Elizabeth. Lorsque Michael lui annonce la nouvelle, cette dernière est totalement affolée. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, Rachel était cette adolescente parfaite. Elle ne répondait jamais à ses parents, ne se disputait presque jamais avec eux. Lorsqu'elle allait être en retard, elle prenait le temps de les prévenir avant, de les tenir toujours informés de ses plans. Le fait donc qu'il n'ait aucune nouvelle de sa part et qu'il n'ait aucune idée de l'endroit où elle se trouve est complètement hors de ses habitudes. Elisabeth, la mère de Rachel, contacte alors immédiatement la police. Et vous vous imaginez très certainement ce qu'on lui a répondu. Comme pour tous les cas de disparition, si cela fait moins de 24 heures ou 48 heures, dépendamment du pays, que la personne a disparu, alors il est impossible de lancer un avis de disparition. Et autant dire que lorsqu'il s'agit d'adolescents, la police prend généralement cela encore moins au sérieux. Il est pour eux tout à fait banal que des adolescents en colère contre leurs parents prennent leurs affaires et fuguent, ou encore passent la nuit chez des amis en secret sans en avertir leur famille. Mais dans certains cas, comme celui de Rachel, la disparition de ces derniers peut cacher quelque chose de bien plus sombre. À peine a-t-elle raccroché avec la police qu'Elisabeth appelle le petit ami de Rachel pour savoir si ce dernier a peut-être des informations sur l'endroit où elle se trouve et savoir quand il l'a vue pour la dernière fois.
Il affirme ne pas l'avoir vue depuis qu'elle a quitté les cours, mais quelque chose dans sa voix laisse à penser qu'il semble en savoir plus que ce qu'il n'en dit. Et à force d'insister, il finit par admettre que Rachel lui a parlé ce jour même d'un job de modeling top secret où elle comptait se rendre après l'école, mais il assure ne pas en savoir plus, ni concernant le nom de la personne ayant contacté Rachel, ou encore l'endroit où le photoshoot était supposé avoir lieu. Il n'en faudra pas plus pour qu'Elisabeth réalise que quelque chose de possiblement très grave est arrivé à sa fille. Le lendemain, la disparition de Rachel est enfin prise au sérieux par la police et un avis de recherche est officiellement lancé. Pendant ce temps, la famille Barber, incluant Emmanuel, le petit ami de Rachel, passe au travers de la ville pour distribuer des flyers à tout le monde et les accrocher un peu partout dans l'espoir que quelqu'un ait la moindre information à leur partager pour les aider à retrouver Rachel. Il prendra quelques jours avant que la moindre piste ne surgisse, mais finalement, quelqu'un finira par contacter la police pour les informer avoir vu Rachel le jour de sa disparition, aux alentours de 6 heures du soir, sortir d'un tramway en compagnie d'une jeune fille qui avait approximativement son âge. Un portrait robot de la jeune fille présente aux côtés de Rachel ce jour-là est réalisé, mais ce dernier reprend les traits de beaucoup de jeunes adolescentes et n'aide pas beaucoup la police à avancer dans l'affaire. Par contre, lorsque les derniers appels téléphoniques reçus et passés par Rachel sont retracés, l'affaire avance enfin dans une direction, celle de Caroline Robertson. Il réalise que le tout dernier appel qu'a reçu Rachel le jour de sa disparition venait du téléphone portable de Caroline, ce qui rassure énormément la famille Barber. Ils se disent que si leur fille est en compagnie de Caroline, la babysitter en qui ils ont une confiance totale, il est impossible qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit de mal. Ils éliminent alors de leur esprit la possibilité que leur fille ait été kidnappée ou encore tuée. Ils s'attendent donc à la retrouver bien en vie et en compagnie de Caroline. Ça n'est malheureusement pas ce qui arrivera. La police se rend sans tarder à l'appartement de Caroline. Appartement justement où elle vivait seule, elle venait de déménager quelques mois auparavant dans un petit studio en centre-ville. Nous sommes donc le 13 mars de l'année 1999, soit 12 jours après la disparition de Rachel, et la police sonne sans arrêt à l'interphone de l'appartement de Caroline, mais aucune réponse ne se fait. Ils décident alors de forcer l'entrée et à leur grande surprise découvrent Caroline allongée sur le sol de son appartement, totalement inconsciente. Elle est immédiatement emmenée à l'hôpital et pendant ce temps, son appartement est très rapidement fouillé dans l'espoir de retrouver Rachel ou du moins le moindre petit indice leur permettant de savoir où elle se trouve. Mais ils ne trouvent rien. À son réveil, Caroline est questionnée par la police concernant son appel au domicile des Barber le matin du 1er mars 1999. Et il ne lui prendra pas 5 minutes avant d'avouer avoir tué de ses propres mains Rachel Barber, et ce d'une façon extrêmement froide et sans la moindre émotion. Lorsque les policiers lui demandent ce qui est arrivé à Rachel, elle leur confie l'avoir étranglée à mort avant de se débarrasser de son corps dans le jardin d'une des fermes appartenant à sa famille en l'enterrant à côté de ses animaux de compagnie disparus. Voici d'ailleurs une photo de la ferme en question pour que vous voyez à quel point l'espace disponible sur le terrain est immense, ce qui rend tout à fait possible le fait qu'elle ait pu enterrer le corps sans être vue ou entendue. Suite à ces aveux, une équipe de police est immédiatement envoyée de nouveau à l'appartement de Caroline pour cette fois-ci le fouiller plus méticuleusement dans l'espoir de trouver des indices appuyant ses aveux. Et effectivement, de nombreuses choses vont y être découvertes. Premièrement, les vêtements avec lesquels Rachel est partie le matin du 1er mars à l'école sont retrouvés dans la machine à laver de Caroline. De même qu'un nombre incalculable de photos de Rachel, certaines d'entre elles venaient de photoshoots professionnels, mais d'autres semblaient avoir été prises par Caroline elle-même en cachette et qui étaient accrochées aussi bien sur les murs de la chambre de l'adolescente que à l'intérieur de son journal intime. Journal intime qui est d'ailleurs très rapidement retrouvé et qui laisse totalement bouche bée les enquêteurs. Ils sont absolument effarés de voir à quel point ce dernier tourne autour de Rachel et de la vie parfaite que Caroline est persuadée que cette dernière a, ainsi que de l'envie de sa part de la remplacer et d'être à son tour aimée et entourée comme l'est Rachel. L'odeur à l'intérieur du domicile ainsi que des traces sur le sol ressemblant très fortement à du sang laisse à penser qu'effectivement Rachel a très probablement été tuée à l'intérieur de cet appartement et possiblement même que son corps aurait été gardé entre les murs de l'appartement durant plusieurs jours. Les policiers ne perdent pas plus de temps et se rendent à l'endroit où Caroline a affirmé avoir enterré le corps
Et sans grande surprise, il découvre effectivement les restes de Rachel Barber, enterrés juste à côté de petites tombes appartenant aux animaux de la famille Robertson. Les policiers sont totalement sous le choc, mais essaient de garder l'esprit clair aussi bien qu'ils le peuvent, car la tâche la plus compliquée s'en vient. Il leur faut annoncer à la famille Barber ce qui est arrivé à leur jeune fille. Elizabeth et Michael ne veulent pas y croire. Il leur prendra de très longues minutes avant de réaliser ce qu'on venait de leur annoncer. Et je ne peux même pas imaginer à quel point ça a dû être perturbant pour eux de découvrir que leur babysitter, en qui ils avaient totalement confiance et qui n'a jamais montré le moindre signe de violence, se retrouve du jour au lendemain accusé d'avoir tué de ses propres mains leur fille et d'avoir en plus de cela prémédité le meurtre depuis plusieurs années, de l'avoir tué de ses propres mains et de l'avoir enterré de façon extrêmement froide. Caroline détaillera d'ailleurs plus tard la manière dont elle a opéré pour ôter la vie de Rachel. Elle explique avoir tout d'abord emmené Rachel jusqu'à son appartement, sous prétexte de vouloir lui montrer où elle vit. Sur place, elle lui aurait offert de la pizza que les ados ont partagée, avant que Caroline ne propose à Rachel de méditer ensemble. Caroline savait pertinemment que Rachel adorait pratiquer la méditation, et ceci n'était donc qu'une excuse pour pouvoir détourner son attention, pendant qu'elle se saisissait derrière son dos d'un câble d'ordinateur avec lequel elle va étrangler à mort la jeune adolescente. Elle affirme avoir ensuite conservé le corps de Rachel dans son petit appartement pour une durée de 2 à 3 jours. Ce dernier était enroulé dans des couvertures. Et elle finit par prendre la décision d'appeler un taxi pour se rendre à la ferme familiale et s'y débarrasser du corps. Elle expliquera d'ailleurs au chauffeur de taxi transporter avec elle une statue qu'elle voulait amener à la ferme de son père pour lui faire une surprise. Ça me paraît d'ailleurs très bizarre que cette excuse soit passée incognito auprès du chauffeur de taxi. On s'entend qu'un corps sans vie depuis déjà plusieurs jours, ça sent quand même quelque chose. On le sent, hein? Donc je trouve ça plutôt bizarre que ce dernier ne se soit rendu compte de rien, mais soit. Suite à une autopsie réalisée sur le corps de Rachel, il est découvert que cette dernière a été droguée dans les heures précédant sa mort. Les policiers pensent que Caroline a très probablement mis la drogue dans la pizza de cette dernière dans le but de la rendre plus faible pour qu'elle ne puisse pas se défendre lorsqu'elle l'attaquerait. Cette théorie n'a cependant jamais été confirmée par Caroline. Caroline, justement, une fois sortie de l'hôpital, est immédiatement arrêtée et placée derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Le procès a lieu d'ailleurs en octobre de l'année 2000 et Caroline va immédiatement plaider coupable, ce qui va lui éviter de passer justement par un procès long et devant une audience, mais ce qui enlève à la famille Barber la possibilité d'obtenir des réponses claires de la part de Caroline et surtout de faire face à l'assassin de leur fille. Durant l'audition, lorsqu'elle se fait questionner, Caroline mentionne avoir tué Rachel tout simplement car elle était épuisée de se sentir dans sa vie comme une moins que rien et d'avoir l'impression qu'elle ne valait rien du tout, tandis que Rachel, de son côté, semblait tout avoir pour elle. Elle déclare donc que ces différences étaient extrêmement injustes à ses yeux et que Rachel n'avait donc pas le droit de vivre une vie aussi parfaite, tandis qu'elle était complètement misérable de son côté. Finalement, Caroline Reed Robertson se voit chargée de 20 ans de prison. En 2013, elle reçoit la possibilité de libération conditionnelle, mais cette dernière est cependant différée après que les proches de Rachel n'aient manifesté contre cette décision. Malgré tout, 2 ans plus tard, en janvier 2015, elle se voit cette fois-ci de nouveau acceptée pour la libération conditionnelle et vit à ce jour en toute liberté. Les parents de Rachel ont bien évidemment été choqués de la décision de libérer l'assassin de leur fille aussi rapidement, mais ont été aussi extrêmement choqués de son apparence physique à sa sortie de prison. Caroline n'a plus du tout l'air de l'adolescente mal dans sa peau, blonde aux cheveux bouclés qu'elle était auparavant. Elle est maintenant devenue une magnifique jeune femme aux longs cheveux noirs et ressemble très étrangement à Rachel Barber, ce qui d'après eux est très effrayant. Cette affaire devient tellement populaire qu'en 2009, le film australien In Her Skin décide de retracer justement de cette affaire. Voilà donc qui conclut notre affaire du jour, dédiée aujourd'hui à Rachel Barber et Caroline Reed Robertson. Laissez-moi comme toujours vos avis en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et dites-moi surtout si vous pensez que la libération de Caroline est juste ou non. Si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas comme toujours de vous abonner et d'activer surtout la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos.
Un immense merci encore à Anna Louisa d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. N'oubliez pas de vous rendre sur leur site internet dont vous trouverez le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!